Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Randstad. Randstad qui fait partie, qui est même le leader mondial dans les ressources humaines, c'est-à-dire le recrutement, le travail intérimaire, les services aux ressources humaines dans les entreprises. Au coude à coude, donc leader mondial, mais au coude à coude avec une autre société qu'on connaît bien chez Hibou et qui s'appelle Adecco. Et c'est ce numéro 1 et ce numéro 2 très serrés sont suivis donc par Manpower. Ce qui est intéressant, c'est que Randstad, bien que leader mondial, n'a que 5% du marché mondial, et les trois premiers, donc on vient de citer, n'ont à eux trois que 12%. C'est donc un marché qui est très fragmenté et donc qui reste à conquérir, donc pas mal d'opportunités de croissance dans ce marché parallèlement à la croissance du marché en elle-même. Si on regarde un peu plus le détail des positions concurrentielles de Randstad, on voit que sur le terrain c'est plus disputé, plus contrasté que ce qu'on voit de loin quand on se dit voilà c'est le numéro 1 mondial avec 6% de part de marché. Et bien sur le terrain, quand on regarde par pays, c'est un peu différent. On voit qu'aux États-Unis ils sont seulement 3% du marché et ils sont en 3e position. En Allemagne, ils sont numéro 1, mais ils n'ont que 6% du marché. Donc voilà, il y a vraiment des territoires où c'est plus contrasté. Et bien sûr, il y en a d'autres où ils ont une position très forte. La France, 16%, les Pays-Bas, 18%, l'Italie, 13%, la Belgique et le Luxembourg, 25%. Mais voilà, on voit que c'est assez contrasté selon les pays. De la même manière, si on regarde un peu le détail de la répartition géographique des ventes de Randstad, on voit que certes, c'est un leader mondial, mais qu'il est encore très européen. Si on somme l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, qui est rattachée donc à l'Amérique latine de manière un peu particulière d'ailleurs, mais bon, si on retranche un peu à la grosse l'Amérique latine, on voit qu'on est probablement à environ 60% du chiffre d'affaires réalisé en Europe. Donc voilà, il y a aussi une marge de manœuvre pour Randstad de ce côté-là, en se mondialisant davantage. Dernier axe de croissance pour Randstad, on a vu qu'il pouvait monter en puissance sur le plan géographique, monter en puissance également en prenant des parts de marché sur ce marché qui reste donc à conquérir, et également ils peuvent aussi accompagner la croissance du marché, parce que voilà, ce marché est en croissance avec différents drivers qui sont le manque de talent, les clients qui vont avoir besoin de plus d'aide, que ce soit pour le recrutement bien sûr, mais aussi ensuite pour la gestion de leurs ressources humaines, et également ces nouvelles tendances qu'il va falloir apprivoiser, le digital, le big data, l'intelligence artificielle ou encore le cloud. Donc autant d'éléments qui devraient porter la croissance de Randstad dans les années à venir. Pour faire face à tout cela et pour accompagner au mieux cette croissance, la stratégie de Randstad, plutôt que de s'éparpiller un peu, c'est de se spécialiser. Et donc ils ont défini 6 grands marchés sur lesquels ils se spécialisent, qui sont donc les skilled trades and engineering, la logistique et le e-commerce, la finance, la santé, le support informatique et les professionnels, et enfin les sciences de la vie et les biotech. Donc voilà, ils se spécialisent pour devenir vraiment l'acteur de référence dans ces différents secteurs. Quand on regarde l'évolution de leur chiffre d'affaires depuis 20 ans, on voit que c'est une société cyclique, forcément, le secteur du recrutement est très sensible à la conjoncture, mais malgré ça, on voit quand même qu'il y a une tendance de croissance très forte, une croissance qui est finalement assez régulière, même s'il y a des creux bien sûr. Donc c'est la première chose qui est frappante. Et la deuxième chose frappante, on voit que la croissance des ventes est en ralentissement. Sur 20 ans, on a une croissance annuelle moyenne de 6,9% par an, mais sur 10 ans, elle n'est plus que de 4,4% par an. Donc voilà, il y a un ralentissement sur les 10 dernières années, même s'il y a toujours de la croissance bien sûr. On peut attribuer ça au Covid, mais bon, quand même, en tendanciel, la croissance des ventes est un peu ralentie sur cette dernière décennie. Si on regarde le bénéfice par action, déjà, première chose, c'est que pour le coup, c'est beaucoup plus cyclique que le chiffre d'affaires. Il est beaucoup plus représentatif de la cyclicité du secteur. Autre chose intéressante, c'est qu'on a un phénomène inverse par rapport aux ventes. On a une accélération de la croissance. Depuis 20 ans, on est à 3,9% de croissance par an du bénéfice par action, et depuis 10 ans on est à 7,4%, donc ça a pratiquement doublé, c'est assez impressionnant. Et donc voilà, on peut se dire qu'il y a peut-être une montée en valeur de la société. La croissance des ventes se ralentit, mais en revanche la croissance des bénéfices augmente parce que la société a monté en valeur avec peut-être une plus forte spécialisation et donc plus de marge sur les segments sur lesquels elle se positionne. Donc voilà, plutôt un indicateur très positif pour Randstad. Si on regarde maintenant la rentabilité des capitaux employés, on voit bien sûr que déjà il y a un effondrement après la crise de 2008. Pourquoi ? Parce que avant cette crise, il y avait un phénomène de surchauffe avec des marges très élevées, qui sont tombées à des niveaux plus raisonnables par la suite, avec un atterrissage qui a été violent, mais après c'est resté assez stable. Et si on regarde sur les 10 dernières années, on a tout de même une moyenne de la rentabilité des capitaux employés pour Randstad de
11,3%. C'est un chiffre qui est élevé, hein, et même très élevé. Et on voit même que sur les dernières années, il y a même une tendance haussière. On est à 16% en 2022. Donc voilà, et cette rentabilité des capitaux employés est élevée, et même très élevée pour Randstad, y compris après cette crise. Encore un très bon indicateur pour la société. Si on regarde maintenant le cash flow courant, toujours très intéressant à regarder, hein, parce que c'est vraiment le cash qui rentre dans la société. Eh bien, il est toujours très nettement positif. Et sur la tendance longue, on voit qu'il y a aussi un mouvement haussier, malgré la cyclicité qu'on voit dans les écarts de valeur d'année en année. Mais voilà, sur la longue route, on a vraiment un grand mouvement haussier en termes de cash flow courant. Si on regarde maintenant le cash flow sur les immobilisations sur ces dernières années, chez Hibou, on aime beaucoup ce ratio, on appelle ça le ratio d'agilité. Et en fait, il permet vraiment de mesurer le potentiel de croissance hors endettement d'une société. Eh bien, si on regarde, on voit qu'il est toujours positif, sauf en 2021, parce que voilà, on est dans la post-crise Covid. Et on voit que ces dernières années, hors 2021, il est en train de monter un peu, de sortir un peu des basses eaux. Donc ça va être intéressant de regarder si cette tendance se prolonge dans les années à venir. Parce que voilà, c'est un ratio qui est très intéressant, qui montre vraiment comment la société va pouvoir croître sans s'endetter. Et donc ça définit vraiment son agilité. C'est pour ça qu'on appelle ça le ratio d'agilité. Oui, tous ces éléments que vous a montrés Marie sont très favorables sur Randstad. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que le cours baisse assez fortement. Vous voyez, depuis le début de l'année, on est passé de 60 euros à voilà un peu au-dessus de 40. Donc on est en train de baisser. Et pourquoi? Eh ben, si vous voulez, depuis, vous voyez, la croissance organique est négative sur le secteur, à la fois pour le recrutement permanent. Et puis également pour l'intérim, et ça depuis finalement, allez, grosso modo depuis 2022, il y a une espèce de ralentissement de la conjoncture un peu partout dans le monde, enfin surtout en Europe, et donc ça se traduit, vous voyez là par exemple sur les chiffres de 2023 par rapport à 2022, vous voyez que toutes les zones géographiques, même les États-Unis, reculent. Pourquoi les États-Unis reculent? Parce ils restent en forte croissance, mais moins forte que là où ils ont été. Voilà. Et puis, bon, l'Europe du Sud résiste un peu mieux. Vous voyez, la France est à moins 2%, l'Italie à moins 3% sur l'année, mais concrètement, il y a un reflux sur toutes les zones. Voilà. Donc, c'est un reflux conjoncturel, si vous voulez, sur une société de très belle qualité. Et donc, si on regarde maintenant le PER, eh ben, vous voyez, le PER, lui aussi, si on le regarde depuis 2004, il est quasiment dans ses plus bas. Donc, si vous voulez, quand la reprise viendra, on va avoir à la fois une reprise des bénéfices, liés à la conjoncture, et on aura très probablement en même temps une remontée du PER. Donc voilà, c'est ce double potentiel qu'il faut viser. Donc et ça c'est d'autant plus fort si vous voulez que si on regarde voilà la création de valeur par la société, vous avez ici les chiffres de 2023. Bon, c'est vrai, ils ont eu moins 6,4% de croissance organique des revenus, mais ils ont eu un résultat d'exploitation sous-jacent, c'est-à-dire courant d'un peu plus d'1 milliard d'euros. Ils ont un free cash flow de 883 millions d'euros en progression par rapport à 2022 parce qu'ils ont une réduction de leurs besoins en fonds de roulement et ils ont tout de même redonné à leurs actionnaires 632 millions d'euros. Donc vous voyez ça même cette année 2023 qui a été difficile du fait de la conjoncture, sur le plan financier fondamental, ils s'en sortent très bien, 883 millions d'euros de free cash flow, alors que la capi boursière n'est que de 8 milliards et demi, donc 10% de la capi boursière, et ils rendent beaucoup d'argent, ils sont très attentifs à leurs actionnaires, donc ils renvoient beaucoup d'argent à leurs actionnaires, à la fois par rachat, par dividende, et également ils ont un grand programme de rachat de titres de 400 millions d'euros. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça tout va un peu dans le même sens. Une société de qualité qui a simplement un revers conjoncturel et qui le gère bien. Et donc, si on regarde la droite de régression, eh bien, on est entre la droite de régression et moins un écart type. Donc, vous savez, chez Hibou, on aime bien acheter quand on est en dessous d'un écart type sous la droite de régression. Donc, on n'y est pas encore. Donc, ça veut dire que il faut patienter. Alors, vous voyez, on est à moins 0,64 écart type. La pente de la droite de régression, c'est 9,3%. Voilà, donc c'est une bonne pente et durable à cause de la qualité de la valeur. Et alors donc si on rejoint la droite de régression dans 5 ans, on va tout de même aujourd'hui faire 13,7% de performance moyenne annuelle. Alors une très belle performance. Et pourtant on a plutôt intérêt, étant donné la cyclicité des valeurs, à essayer de viser un peu plus bas pour acheter. Et donc on regarde l'analyse technique que Tino fait pour Hibou et vous voyez c'est un magnifique graphique haussier que vous avez là avec un support en bleu qui est la zone qu'il faut viser
et une résistance en rouge qui est la zone où il faut vendre. Et donc, qu'est-ce que dit Tino? Il dit, sur une unité de temps mensuelle, nous constatons que le titre évolue depuis 2002 dans une belle tendance haussière de long terme. Le titre est soutenu par une oblique haussière touchée en 2002, 2009, 2011, 2012 et 2020. Voilà. Nous considérons qu'un achat sur cette tendance haussière, soit dans la zone des 37,41, offrirait un ratio risque-gain intéressant dans le cadre d'un investissement de long terme. Voilà, toujours les investissements que nous conseillons sur les investissements long terme. L'objectif serait alors de viser 57 € dans un premier temps, puis 65 €. Voilà. Donc, vous voyez, l'analyse technique rejoint l'analyse graphique fondamentale, qui rejoint l'analyse financière fondamentale. Donc, ça veut dire que concrètement, on va voir si on a la chance d'avoir un titre qui va sous les 41-40 €. Et à ce moment-là, ce sera vraiment intéressant de l'acheter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt avec l'équipe Hibou.